Quelques minutes seulement avant l'accusation du duc, la famille royale avait officiellement annoncé une nouvelle profondément pénible concernant le prince Andrew, plongeant toute la nation dans la consternation et le deuil. Chaque mot de la déclaration de la famille royale avait été soigneusement pesé, portant un poids que chacun pouvait ressentir. Pour beaucoup, ce message semblait confirmer les doutes qu'ils avaient longtemps nourris en silence, mais qu'ils n'avaient jamais osé exprimer. Derrière les portes dorées de la tradition, de l'histoire et de la cérémonie, une tempête intérieure s'était préparée, couvant et silencieuse. Aujourd'hui, cette tempête a finalement éclaté. L'histoire du prince a toujours été marquée par la controverse, mais cette annonce avait un ton complètement différent. Elle était à la fois décisive et très personnelle, comme un moment que seuls les participants pouvaient comprendre. Le monde se demande maintenant ce qui s'est réellement passé et pourquoi ce moment a été choisi pour l'annonce. Ces questions planaient dans l'air alors que les gens assistaient à la fusion de rumeurs sur la loyauté, les devoirs familiaux et les luttes personnelles en un moment dramatique, sans précédent. La journée avait commencé dans un silence absolu autour de Buckingham Palace, comme si toute la ville retenait son souffle. Mais quelques minutes plus tard, tout a changé lorsque la famille royale a publié la déclaration officielle avec un ton jusqu'alors inconnu du public. La déclaration était du genre solennel que l'on attend d'un message royal. Pourtant, au plus profond d'elle-même, elle cachait des émotions subtiles et profondes que l'on ne pouvait ignorer. Elle n'était pas longue, mais suffisamment forte pour toucher le cœur de tous ceux qui la suivaient. Le message parlait du prince Andrew avec un mélange de compassion et de sérieux. Il reconnaissait les épreuves qu'il avait traversées, les luttes qui ne pouvaient plus être cachées et les circonstances qui exigeaient à la fois de l'intimité et de la compréhension de toutes parts. Pour la famille royale, connue pour sa retenue absolue dans le choix des mots et la formulation, ce moment portait une profonde douleur. Ce qui a immédiatement le plus impressionné les observateurs, c'est le moment de la publication. Il n'y avait aucun avertissement, aucun signal ou signe provenant de l'intérieur du palais, ni de fuite soigneusement préparée. Le message est apparu soudainement sur les canaux officiels, plongeant les médias dans l'agitation et le public dans la surprise. Les caméras se sont immédiatement braquées sur la résidence royale, tandis que les commentateurs qualifiaient le ton du message de digne, voire triste. Une teinte complètement différente de ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent. De toute évidence, quelque chose de plus profond était révélé. Des vérités que le palais ne pouvait plus cacher. Pendant des années, chaque stratégie concernant le prince Andrew a été marquée par le silence. Lorsque les questions devenaient trop importantes, les portes discrètes se refermaient. Lorsque les controverses augmentaient, la famille royale se retirait derrière le bouclier de la tradition et de la cérémonie. La décision de publier l'information précisément maintenant a marqué un tournant décisif. C'était comme si le voile qui avait protégé le prince des regards indiscrets était délicatement levé pour que le monde puisse voir pour la première fois ce qui était autrefois caché. Le choix des mots dans le message était également d'une importance particulière. Au lieu de créer une distance, comme dans les déclarations précédentes, la famille royale a cette fois utilisé un langage qui véhiculait la cohésion, mais qui était néanmoins imprégné de douleur. Des formulations telles que se tenir côte à côte, faire face ensemble aux difficultés et se soutenir mutuellement sont apparues à plusieurs reprises, soulignant le message de l'unité familiale, du devoir et de la souffrance partagée dans ce moment difficile. Il ne s'agissait pas d'une annonce politique froide et sèche, mais d'un aveu émotionnel sincère qu'un membre de la famille royale était confronté à une situation susceptible d'ébranler les fondements de cette institution. Mais profondément derrière les lignes solennelles se cachait un sentiment fragile de la fin des tournants inévitables. Les observateurs et les journalistes de la famille royale ont immédiatement commencé à analyser chaque mot,
chaque nuance, se demandant « Pourquoi maintenant ?» Et qu'est-ce qui a vraiment déclenché cet aveu aussi profond que douloureux? Était-ce une pression sur sa santé, un aveu personnel ou la pression de la monarchie elle-même? Buckingham Palace en avait juste assez révélé pour mettre le monde en émoi, mais a retenu les détails cruciaux, ce qui a encore alimenté la curiosité. C'est précisément cette retenue d'une partie du secret qui a rendu le message à la fois puissant et poignant, comme une lumière qui suffit à peine à révéler une ombre sans en dévoiler complètement la forme. Et ainsi, la curiosité grandissait à chaque heure, à chaque jour. La famille royale, après des années de silence, avait enfin parlé, mais ce sont les mots soigneusement choisis qui ont fait retenir son souffle au monde et écouter avec respect. Derrière chaque mot, chaque signe de ponctuation, se cachait une histoire que la famille royale n'avait jamais voulu raconter publiquement. Une histoire qui promettait d'être pleine de douleurs et de controverses, et qui contenait une vérité qui pourrait changer à jamais la façon dont l'histoire se souvient du prince Andrew. L'image du prince Andrew était déjà associée à un passé tumultueux. Dès ses premières années, il est devenu l'un des membres les plus discutés de la famille royale, mais pas pour des raisons suscitant l'admiration ou la fierté. Son parcours, d'un jeune prince prometteur à une figure controversée, a été marqué par des événements qui ont façonné petit à petit la perception du public. Dans sa jeunesse, le prince Andrew était souvent décrit comme charmant, audacieux et aventureux. Il était le prince qui a courageusement servi comme pilote d'hélicoptère pendant la guerre des Malouines et qui a été respecté par toute la nation pour son courage, sa volonté de prendre des risques et son image de véritable guerrier. Il fut un temps où tout le pays le célébrait comme un héros de guerre, un symbole de la force de la monarchie. Au fil des années, cette réputation s'est toutefois estompée sous le poids des scandales et des erreurs de jugement. L'un des premiers signes du déclin de sa réputation a été ses voyages, ses relations douteuses et un comportement considéré comme excessif. Pour beaucoup, ces actes semblaient contredire le sens des responsabilités et la discipline que l'on attend d'un membre de haut rang de la famille royale. Néanmoins, le public l'a accepté avec un mélange d'amusement et d'indulgence. Comme on considère un parent qui prend des libertés, chez qui les frasques sont considérées comme un signe de jeunesse. Mais cette indulgence a finalement entraîné de graves conséquences qui ne pouvaient plus être ignorées. Le coup le plus dur est survenu des années plus tard, lorsque le prince Andrew a été impliqué dans l'un des scandales les plus notoires des temps modernes. Sa relation avec Jeffrey Epstein a jeté une ombre sur sa vie qui ne s'est jamais dissipée. Les photos, les témoignages et les longues enquêtes ont associé son nom à une histoire d'exploitation, de corruption et d'horreur qui a forcé le monde entier à réévaluer l'image de ce prince autrefois admiré. La fameuse interview sur BBC Newsite, dans laquelle le prince Andrew a tenté de se défendre, n'a pas dissipé les doutes, mais a conduit la situation dans une impasse. Au lieu de le disculper, l'interview est devenue un moment d'embarras et de honte. Son manque d'empathie, ses explications maladroites et ses étranges démentis ont rendu le public plus furieux et méfiant que jamais. Ce qui devait rétablir la confiance du public l'a détruite jusqu'aux fondations. Alors que la vague de protestations montait sans cesse, le prince Andrew s'est retiré de ses fonctions royales et a presque complètement disparu de la vie publique. Il n'était plus présent lors des événements officiels. Les organisations caritatives se sont progressivement distanciées, et même la monarchie l'a discrètement poussé à l'arrière-plan. Aux yeux du public, Andrew est devenu le symbole des plus grandes craintes face à des privilèges incontrôlés. Un rappel que même dans la splendeur et le faste de la monarchie, il existe de profondes fissures et des défauts. L'opinion publique est passée de l'indulgence à la déception, puis de la déception à l'indignation. La vérité est que chacun a un passé et que chacun commet des erreurs.
Mais la plus grande différence réside dans le fait que la plupart des gens ne sont pas sous les feux de la rampe du public, qui éclaire chaque erreur. Dans le cas du prince Andrew, chaque erreur, chaque relation, chaque faux pas a été amplifié 100 fois. Ce qui aurait été une honte privée pour un autre est devenu une moquerie publique pour un prince, que le monde entier a suivi et rarement oublié. Ce passé mouvementé a placé le prince Andrew dans une situation extrêmement difficile. Il a façonné la façon dont l'histoire se souvient de lui et a éclipsé ses réalisations passées et sa réputation. Aujourd'hui, avec les récentes nouvelles douloureuses annoncées par la famille royale, les scandales du passé ne sont plus seulement un écho de l'histoire, mais un fardeau qui continue de façonner son présent au sein d'une famille qui traverse une crise profonde. La famille royale, qui se considère comme un symbole de stabilité, de tradition et de résilience, a maintenant révélé une réalité bien plus fragile derrière les murs des palais et des châteaux. Alors que les difficultés du prince Andrew ne pouvaient plus être cachées, la monarchie s'est retrouvée confrontée à une crise qui a mis à l'épreuve l'équilibre entre la loyauté envers la famille et le devoir envers la nation. La reine Élisabeth II, connue pour son calme et son dévouement inébranlable, s'est retrouvée dans une situation extrêmement difficile. En tant que mère, elle voulait protéger son fils. En tant que chef d'État, elle devait préserver la dignité de la couronne. Des confidents ont révélé plus tard que le conflit entre ces deux rôles lui avait valu les moments privés les plus douloureux et les plus solitaires. La décision finale de la reine Élisabeth II d'autoriser le prince Andrew à abandonner ses fonctions royales n'était pas seulement un acte de discipline publique, mais aussi une décision personnelle profondément douloureuse. Dans le même temps, le roi Charles, alors prince de Galles, portait également un lourd fardeau. Pendant des décennies, il s'était préparé à conduire la monarchie dans une nouvelle ère avec une vision axée sur la modernisation, la transparence et une structure royale plus mince. Mais il se voyait maintenant confronté au défi de protéger l'honneur de la famille royale tout en gérant la crise personnelle de sa famille. Les scandales répétés concernant le prince Andrew étaient en contradiction flagrante avec la vision que le roi Charles, alors encore prince de Galles, poursuivait. Pour lui, l'avenir de la couronne exigeait des décisions difficiles, même si cela signifiait se distancier temporairement de son propre frère. Il comprenait que la protection de la monarchie ne consistait pas seulement à préserver l'image, mais aussi à tracer une ligne claire entre l'institution et les erreurs personnelles. En tant que frère, le roi Charles ne pouvait toutefois pas échapper complètement à la douleur silencieuse en voyant la réputation du prince Andrew être détruite publiquement. Son approche était froide et pragmatique, mais profondément derrière ses calculs se cachait que la tristesse et la douleur d'une famille déchirée. Les autres frères et sœurs d'Andrew, la princesse Anne et le prince Edward, ont également été entraînés dans cette tempête émotionnelle. Chacun à sa manière. La princesse Anne, connue pour sa franchise et son sens du devoir, aurait été intransigeante face aux scandales qui menaçaient la réputation de la famille. Ces années de service inlassable rendaient les controverses d'Andrew encore plus désastreuses en comparaison. Pendant ce temps, le prince Edward, avec sa nature plus calme et plus discrète, aurait soutenu son frère en silence, bien qu'il soit conscient des dommages irréparables causés à la monarchie. Au sein de la famille, les tensions ont augmenté alors que les conversations privées tournaient autour d'un dilemme. Fallait-il protéger Andrew en tant que frère ou se distancer pour protéger le trône? Le conflit entre la loyauté personnelle et la responsabilité publique a rendu cette crise si compréhensible. C'est une histoire que de nombreuses familles à travers le monde ont vécue, mais la différence est que cette famille ne représente pas seulement elle-même, mais une nation entière. Et chaque décision est examinée de près sous les feux de la rampe du public. En public, la monarchie devait faire preuve d'unité et de fermeté,
Mais à huis clos, elle était une famille déchirée par des sentiments contradictoires, où l'amour se heurtait au devoir et la douleur personnelle aux attentes nationales. Elle posait une question aussi humaine que poignante. Que feriez-vous si les erreurs de votre frère menaçaient de détruire l'héritage familial? Le soutiendriez-vous à tout prix ou sacrifieriez-vous la loyauté personnelle pour préserver quelque chose de plus grand que vous-même? C'est la crise à laquelle la famille royale devait faire face, une question sans réponse facile. La réaction du public au fil des ans a également reflété un changement de sentiment. Dans sa jeunesse, le prince Andrew était considéré par le public britannique comme une figure élégante, un symbole de confiance, de vitalité et de sens du devoir. Il était admiré pour ses services pendant la guerre des Malouines, son rôle de fils de la reine Élisabeth II et son apparence abordable et pratique. Les gros titres le célébraient autrefois comme un héros de guerre et les sondages reflétaient la fierté nationale que le public lui témoignait. Les entretiens de rue des années 80 montrent souvent des gens louant le courage et le sens du devoir d'Andrew, le considérant comme l'incarnation de l'esprit national. Il fut un temps où le prince était un symbole de force, de honte et d'enthousiasme public. Mais l'opinion publique est fragile, et elle peut changer aussi vite que les marées, passant de l'admiration à la méfiance en un instant, comme l'a prouvé sa propre histoire. Dans les années 90, l'histoire du prince a commencé à prendre un ton différent, son style de vie somptueux. Les rumeurs sur une image de Playboy et des relations controversées ont progressivement modifié le récit. Les gros titres sont passés de l'admiration à la curiosité, puis au rejet. Les tabloïds ont commencé à mettre en évidence ses voyages extravagants, ses compagnes glamour et ses relations d'affaires douteuses. Ceux qui l'avaient autrefois acclamé considéraient maintenant ses décisions avec méfiance et parfois même avec colère. Les sondages d'opinion ont montré une baisse de l'approbation, tandis que les entretiens de rue reflétaient une impatience croissante. Les gens ont commencé à dire des phrases comme il devrait être plus responsable ou il n'est pas à la hauteur des attentes. Lorsque le scandale Jeffrey Epstein a éclaté, la perception du public à l'égard d'Andrew a fondamentalement changé. Ce qui était autrefois une légère déception est devenu de la colère, voire du dégoût. La fameuse interview de News a tout aggravé. Des clips de ses réponses maladroites se sont répandus de manière imparable, ont dominé les gros titres et sont devenus un sujet de conversation partout. Les sondages ont montré que la majorité de la population était d'avis qu'il devrait abandonner définitivement ses fonctions royales. Dans la rue, des interviews ont enregistré la honte, la déception et les demandes de comptes. L'opinion publique était passée de la déception au dégoût, ce qui reflétait une réalité que beaucoup ont vécue au quotidien. Quelqu'un peut être loué aujourd'hui et vivement critiqué demain si ses erreurs sont révélées. Dans le cas du prince Andrew, cette ampleur était mondiale, et chaque erreur a été amplifiée des milliers de fois par les médias et les gros titres. Au fil des années, l'image d'Andrew a connu des hauts et des bas, passant de la fierté nationale à un fardeau pour la famille royale et tout le pays. Les rues qui résonnaient autrefois de louanges étaient maintenant remplies de déceptions. Les gros titres qui le célébraient autrefois rappelaient maintenant au monde les scandales comme un avertissement sur le pouvoir et l'imprévisibilité de l'opinion publique. Même les luttes silencieuses derrière les murs du palais n'ont pas pu échapper à cet examen incessant. Alors que le public ne voyait que l'apparat des palais et la solennité des cérémonies, des luttes intérieures se déroulaient en silence derrière les portes dorées. Pour le prince Andrew, ces dernières années ont été une longue lutte intérieure, non seulement avec l'opinion publique, mais aussi avec lui-même. Des confidents le décrivent comme un homme qui porte en lui de profondes blessures émotionnelles. Autrefois célébré comme une personnalité confiante, dynamique et joyeuse, Andrew apparaît aujourd'hui comme un homme lourdement accablé par les remords,
constamment observé et ressentant un sentiment d'isolement de plus en plus profond. Le changement, le passage d'un prince admiré à une figure marginalisée, a laissé des cicatrices qu'aucun titre ou privilège ne pouvait dissimuler. Dans les moments calmes du palais, des discussions secrètes avec des conseillers de confiance se sont déroulées sous une grande tension. Lors de ces réunions, Andrew était décrit comme quelqu'un qui écoutait, exprimant parfois sa frustration et son sentiment d'être mal compris. Il soutenait que les médias ne voyaient que ses erreurs et ignoraient ses contributions et ses services des années précédentes. Il manifestait parfois l'espoir de retrouver un jour son rôle public, mais plus souvent, il se dégageait l'image d'un homme qui réalisait que les portes qui étaient autrefois si faciles à franchir ne s'ouvriraient peut-être plus jamais. Les palais, qui procuraient autrefois un sentiment de familiarité, retiennent maintenant l'isolement. Il se rendait rarement à des événements publics et les photographes, qui avaient autrefois la tâche facile de capturer des moments de lui au centre de l'attention, devaient maintenant s'efforcer de trouver des images de sa vie privée. Lors des réunions de famille, Andrew était présent, mais visiblement distant, se tenant à l'écart des conversations et manquant la rampe. Ce changement était subtil, mais fort, et il était clair pour ceux qui regardaient de près qu'il se retirait progressivement de la scène qu'il avait autrefois dominée. Pour quelqu'un qui est né dans la gloire et qui a été façonné par son rôle dans la monarchie, le passage à l'ombre était comme un exil silencieux. Le palais n'en parlait pas publiquement, mais la tension était palpable à l'intérieur des murs dorés. Les conseillers ont essayé de limiter les dégâts. Les membres de la famille ont lutté avec des sentiments contradictoires entre l'amour, la responsabilité et la douleur personnelle. C'est l'image intérieure du prince Andrew, une lutte que le public voit rarement complètement. Le prince Andrew doit maintenant faire face à une réalité douloureuse. Sa position dans la monarchie n'est plus assurée. Les luttes silencieuses qui se déroulent derrière les murs du palais révèlent un homme qui est déchiré. Entre l'ancienne image qui brillait et la personne actuelle qui lutte contre l'obscurité. Cela nous rappelle que le pouvoir et les privilèges ne peuvent protéger personne contre les luttes intérieures profondes. Profondément caché sous la façade somptueuse du cérémonial royal, se trouve un homme qui cherche un sens dans un monde qui s'est lentement détourné de lui. La douloureuse vérité, qui a été annoncée aujourd'hui, a frappé Buckingham Palace comme un choc inattendu, plongeant le public et les médias dans la stupéfaction. L'annonce était courte, soigneusement formulée et maintenue dans un ton sobre. Mais chaque mot véhiculait une profondeur émotionnelle et révélait bien plus que quelques lignes sur le papier. Pendant des années, il y a eu des spéculations, des murmures et un silence soigneusement mis en scène derrière les portes du palais. Mais cette fois, la famille royale ne pouvait plus le retarder. Ils ont admis ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Le prince Andrew, autrefois une figure dynamique et éminente de la monarchie, va maintenant se retirer définitivement de la vie publique. Buckingham Palace a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une pause temporaire, ni d'une possibilité de retour ultérieur. Il s'agit d'une décision définitive, une décision permanente, qui clôt le chapitre de son service royal. La gravité de l'annonce ne résidait pas seulement dans le retrait d'Andrew, mais aussi dans la raison de cette décision. Pendant des mois, des conversations silencieuses avaient fait allusion à un état de santé tendu et à la pression croissante à laquelle Andrew était exposé. Le palais a confirmé ces spéculations avec un ton à la fois protecteur et douloureux. Ils ont souligné le besoin d'intimité, de soins médicaux et le fait qu'il se bat tellement qu'il ne peut plus remplir ses obligations publiques. Bien que les détails aient été gardés secrets, cet aveu seul a suffi à changer tout le récit. Ce qui était autrefois considéré comme un scandale ou une honte est maintenant traité avec une touche humaine, rappelant au public que derrière la controverse, il existe toujours un être humain avec ses propres limites et douleurs. Pour Andrew
Ce choc doit être dévastateur. Né sous les feux de la rampe et ayant grandi avec le devoir royal comme cœur de son identité, il doit maintenant accepter d'être marginalisé et de perdre les rôles qui ont façonné sa vie quotidienne. La perte de ses privilèges n'est pas seulement cérémonielle, mais une suppression de son image publique. Sans cérémonies officielles, sans parrainage, sans la possibilité de remplir les responsabilités autrefois attendues, son avenir sombre désormais dans l'obscurité, où il doit douloureusement redéfinir sa vie. Pour le roi Charles, c'est un moment où la survie de la monarchie exige des sacrifices, même si ce sacrifice est son propre frère. La princesse Anne et le prince Édouard doivent également supporter la douleur de voir leur frère trébucher. Les décisions et les difficultés d'Andrew pèsent lourdement sur l'héritage commun de la famille. Pour la défunte reine Élisabeth II, cette décision reflétait la lutte intérieure de toute une vie entre l'amour maternel et le devoir d'un monarque. Le public ne voit qu'un titre solennel, mais derrière lui se cache toute une famille en deuil. Ce n'est pas une pause de convalescence, mais le prix à payer pour les scandales et les années de silence. L'annonce concernant le prince Andrew ébranle toute la famille royale et a un impact profond sur les fondements de la monarchie. Chaque crise royale soulève des questions sur la succession au trône, la confiance du public et l'avenir d'une institution qui a survécu à des guerres, des bouleversements et des scandales pendant des siècles. La destitution permanente d'Andrew ne modifie pas la succession au trône, mais elle façonne le paysage de la représentation et l'opinion publique sur qui mérite de représenter la couronne. Pour le roi Charles, cette décision est à la fois une mesure pragmatique et un rappel sérieux que les erreurs d'un individu peuvent affecter des générations. La confiance du public, déjà fragile après des années de controverses, est à nouveau mise à l'épreuve. On attend de la monarchie qu'elle soit un symbole de discipline et un modèle moral. Mais l'histoire mouvementée d'Andrew, ainsi que l'annonce douloureuse d'aujourd'hui, ont semé le doute sur la capacité à maintenir ses idéaux. Les interviews de rue et les sondages d'opinion reflètent la même histoire. Le public exige de la transparence, de la responsabilité et l'assurance que la monarchie ne protège pas les individus au détriment de l'honnêteté. La démission complète d'Andrew est une tentative de rétablir cette confiance, mais les cicatrices laissées par les scandales et le silence ne guérissent pas facilement. L'histoire royale a prouvé que les désirs personnels et les scandales privés peuvent ébranler l'ensemble du régime. En 1966, l'abdication d'Edward VIII pour épouser Wallis Simpson a ébranlé la monarchie jusqu'à la moelle et a montré que les désirs personnels peuvent changer le destin royal. En 1997, la mort tragique de la princesse Diana a déclenché une vague de deuil et de colère qui a failli briser le lien entre la famille royale et le public et a fait apparaître l'institution comme froide et insensible. L'annonce d'aujourd'hui concernant le prince Andrew continue de soulever des questions sur les limites du pouvoir, de la responsabilité personnelle et de l'équilibre entre le devoir et les sentiments familiaux. Plus récemment, le retrait du prince Harry et de Meghan Markle a déclenché de profonds débats sur les limites entre l'indépendance personnelle, le devoir royal et l'adaptabilité de la monarchie dans le contexte de la culture moderne. Chaque crise a sa propre couleur, mais un schéma familier se répète. Scandale, tragédie ou rébellion dévoilent toujours les faiblesses cachées sous la brillance et le cérémonial poli pendant des siècles. Dans ces moments, la famille royale lutte pour concilier la loyauté entre elle et la responsabilité envers la nation. Dans le même temps, le public commence à poser des questions sérieuses. La monarchie peut-elle survivre sans se transformer pour répondre aux nouvelles normes de la société moderne? Au fil du temps, des ajustements sont effectués, des réformes sont introduites et la couronne continue d'exister.
mais aucune tempête ne passe sans laisser de cicatrices. Chaque défi devient une leçon sur la force, la fragilité et l'adaptabilité du régime. Le retrait permanent du prince Andrew aujourd'hui n'est pas seulement un tournant personnel, il façonne la perception mondiale de la monarchie et soulève des questions sur son fonctionnement dans les années à venir. L'existence de ce régime repose sur sa capacité d'adaptation, mais chaque adaptation a un prix. Les scandales ternissent l'éclat et créent des fissures dans l'image du pouvoir autrefois intouchable. L'affaire Andrew prouve que l'histoire se répète sans cesse, même si elle prend une forme différente à chaque fois. Tout comme Edward VIII, la princesse Diana et récemment le prince Harry, Andrew devient une figure centrale d'une chaîne d'événements qui oblige le régime à s'adapter. La question n'est plus seulement de savoir si la monarchie peut se remettre de cette tempête, mais aussi de savoir si elle peut maintenir la loyauté et la confiance d'un public de plus en plus exigeant, qui n'accepte rien d'autre que la vérité transparente. L'annonce d'aujourd'hui concernant le prince Andrew a déclenché une vague d'incertitude dans la famille royale tout en influençant profondément les fondements du régime. Chaque crise qui touche la couronne soulève des questions persistantes sur la succession au trône, la confiance du public et l'avenir de l'institution qui a survécu à des siècles de guerre, de bouleversements et de scandales. Bien que la destitution permanente d'Andrew ne modifie pas la succession au trône, elle façonne l'opinion publique sur qui mérite de représenter la famille royale. Pour le roi Charles, qui s'efforce de moderniser et de protéger la position du régime dans un monde en mutation, cette décision est à la fois une mesure pragmatique et un rappel strict que les erreurs d'un individu peuvent affecter des générations. La confiance du public, déjà fragile, est maintenant soumise à un nouvel examen. On attend du régime qu'il incarne la discipline, l'autorité morale et l'unité. Mais l'histoire d'Andrew, ainsi que l'annonce d'aujourd'hui, suscite des doutes. Ces idéaux seront-ils encore maintenus? Les sondages d'opinion et les interviews de rue reflètent la déception et la frustration. Les gens exigent de la transparence, la responsabilité et l'assurance que le régime ne fait pas passer la protection des individus avant la vérité. Le retrait complet forcé d'Andrew est une tentative de rétablir la confiance. Mais les cicatrices laissées par des années de silence, de scandales et de secrets sont profondément ancrées dans la perception du public. L'histoire fournit des rappels importants. En 197, l'abdication d'Edward M. pour épouser Wallis Simpson a ébranlé le régime et a montré que les désirs personnels peuvent influencer le destin royal. En 1997, la mort tragique de la princesse Diana a causé une profonde douleur et une profonde émotion et a failli briser le lien entre le public et la famille royale lorsque l'institution a été critiquée comme froide et insensible. Ces dernières années, le retrait du prince Harry et de Meghan Markle a de nouveau soulevé des questions sur le devoir, l'indépendance et la viabilité du régime, sous la pression moderne des médias et du contrôle public. Chaque crise est différente, mais un schéma reste. Les scandales et les tragédies mettent à nu la fragilité, sous le brillant et le cérémonial, et obligeant la famille à trouver un équilibre entre la loyauté personnelle et la responsabilité publique. Les gens continuent de se demander si la monarchie actuelle peut survivre sans maintenir sa crédibilité. À chaque défi, le régime s'adapte, se réforme et continue d'exister, mais chaque adaptation laisse des cicatrices indélébiles. Le retrait définitif d'Andrew n'est pas seulement une étape personnelle, mais aussi un tournant dans l'histoire complexe de la dynastie. L'existence du régime repose sur le changement, mais chaque changement a un prix. L'affaire Andrew prouve une fois de plus que l'histoire se répète sous différentes formes. Tout comme Edward, Diana et Harry ont fait avancer les changements, Andrew a également contribué au mouvement qui remodèle le régime.
La question urgente n'est plus seulement de savoir comment le régime se remet, mais aussi de savoir s'il peut maintenir la loyauté et la confiance du public à une époque où la transparence et l'authenticité, les normes les plus élevées, sont encore maintenues. Alors que la famille royale ouvre un nouveau chapitre, l'histoire du prince Andrew reste comme une ombre persistante. Son héritage est une chaîne de hauts et de bas, composée de moments de courage, de scandales, de décisions difficiles et de douleurs indéniables. Pour beaucoup, le souvenir d'Andrew est lié à l'image du jeune et courageux officier de marine qui a volé vers le danger pendant la guerre des Malouines, symbolisant le courage et l'esprit de service exceptionnel. Pour d'autres, son nom rappelle des décisions controversées et critiquées et des scandales qui ont ébranlé les fondations de la monarchie. Son héritage est rarement simple, mais il fait d'Andrew l'une des figures les plus complexes et les plus controversées de la famille royale moderne. Sa déclaration de se retirer définitivement de ses fonctions royales a mis fin à un chapitre long et difficile. Avec cette décision, la famille royale a parlé sans autre explication et a montré que le changement, aussi douloureux soit-il, est nécessaire pour protéger les valeurs et la réputation de la couronne. La destitution complète du prince Andrew n'est pas seulement une décision administrative ou cérémonielle. C'est une décision consciente, soigneusement pesée, afin que son histoire serve à la fois d'exemple et d'avertissement. Elle rappelle que l'histoire n'est pas seulement écrite par des victoires, des réussites ou des moments glorieux, mais aussi par des erreurs et des échecs. Les erreurs personnelles peuvent avoir des conséquences considérables et influencer profondément les familles, les organisations et même une nation entière. Mais derrière les gros titres se cache une histoire humaine émouvante. Le prince Andrew n'est pas seulement une figure royale qui représentait autrefois la couronne. Il est aussi un fils qui pleure la perte de sa mère, un frère qui a partagé le fardeau de la famille royale, un père dont les enfants doivent maintenant façonner leur propre avenir, et un homme qui doit maintenant vivre chaque jour avec les conséquences de ses décisions passées. Son retrait de la vie publique reflète une vérité que chaque famille connaît. Lorsqu'un membre trébuche, toute la famille ressent la tension et est entraînée dans le tourbillon d'émotions chaotiques. Dans le cas de la famille Windsor, cette pression est multipliée par l'attention mondiale. Le fardeau émotionnel entre la loyauté, l'amour et la déception est quelque chose que chaque famille peut comprendre. Mais chez Andrew, cette douleur est multipliée par des millions de regards qui regardent. L'histoire montre que certains membres de la famille royale ont retrouvé leur dignité après la honte, tandis que d'autres ont été définitivement marginalisés. L'abdication d'Edward VIII, la tragédie de la princesse Diana et le retrait du prince Harry et de Meghan Markle sont tous des exemples typiques de la façon dont des événements personnels peuvent remodeler l'ensemble du régime de manière imprévisible. Dans toutes ces situations, la famille royale a été contrainte de s'adapter, de trouver un équilibre entre la loyauté personnelle et le devoir public, tout en faisant face au jugement du public. La position d'Andrew dans ce cycle soulève une question éternelle. Un prince peut-il vraiment trouver le pardon? Ou son héritage sera-t-il à jamais marqué par des scandales et un retrait de la vie publique? Il est clair que son histoire ne lui appartient plus seulement. Elle appartient à l'histoire de la monarchie et au public, à ceux qui ont suivi cette histoire pendant des décennies. Elle sera étudiée dans les livres, analysée dans les documentaires et fera l'objet de débats sur les privilèges, la responsabilité et le prix à payer pour une vie sous les feux de la rampe royale. Même si son avenir se déroule en privé, l'empreinte du passé se fera sentir dans la famille Windsor pendant de nombreuses années. L'histoire du prince Andrew nous rappelle que la famille royale n'est pas à l'abri de la souffrance, des erreurs ou du fardeau des attentes familiales. Les titres peuvent apporter l'honneur, les palais peuvent offrir le confort, mais l'homme reste toujours vulnérable
et une question poignante demeure. Un prince peut-il trouver le pardon ou l'histoire a-t-elle déjà rendu un jugement irrévocable? L'histoire d'Andrew a toujours été une série de contrastes, de l'honneur à la honte, de la célébrité au silence, et maintenant, un avenir plein d'incertitudes. L'annonce d'aujourd'hui a non seulement remodelé sa carrière, mais pose également de nouvelles questions à la monarchie elle-même. Chaque crise royale recèle sa propre leçon, et celle-ci pourrait être l'une des plus profondes de notre époque. Le jugement final n'appartient plus seulement à l'histoire, mais aussi à ceux qui regardent, réfléchissent et se font leur propre opinion. Qu'en pensez-vous? Comment cela affectera-t-il l'avenir de la famille royale? Andrew devrait-il avoir une autre chance? Ou est-ce la fin de son voyage royal? Partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines histoires royales. On se voit dans la prochaine vidéo. Pendant des décennies, les observateurs de la vie royale ont toujours été curieux et ont spéculé sur la relation unique entre la reine Élisabeth II et le prince Philippe. C'était un mariage que le monde admirait, mais qui était aussi marqué par des distances énigmatiques et persistantes que les personnes extérieures ne pouvaient pas comprendre complètement. Les rumeurs de tension, de secrets jamais dévoilés et de vérités cachées les ont poursuivis pendant de nombreuses années, comme des fantômes silencieux dans les chambres. Mais aujourd'hui, la princesse Anne s'est manifestée et a fait une révélation qui change toute l'image. À l'âge de 74 ans, elle a finalement levé le voile sur le mystère qui entoure la décision non conventionnelle de son père. Et la vérité est plus complexe, choquante et déchirante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. La révélation d'Anne a ébranlé tout le palais. Lorsqu'elle a parlé, ses mots ont traversé les chuchotements de décennies comme du verre brisé dans une pièce silencieuse. Pas d'allusion, pas de périphrase. Anne a révélé une vérité qui existait silencieusement derrière les portes closes du palais et que seuls les plus proches pouvaient ressentir. La décision de son père de vivre séparément de la reine n'était pas un rejet, pas un scandale et encore moins une froideur émotionnelle. C'était une forme de survie. Souvent décrite comme le reflet spirituel de son père, elle possède son ouverture d'esprit, son entêtement et son inébranlabilité émotionnelle. De tous les enfants de Philippe, elle était la seule à le voir le plus clairement. Il ne vivait pas en tant que prince et n'était pas seulement le mari de la reine, mais un homme qui avait consacré toute sa vie au compromis. Le lien d'Anne avec lui n'a pas été construit par des rituels, mais par la sincérité, la compréhension et un profond respect. Elle pouvait rire de ses moqueries, comprendre son irrévérence pleine d'humour et comprendre son désir de conserver sa place dans un monde qui avait presque tout englouti de ce qu'il possédait. Lorsqu'elle a révélé la vérité, Anne a souligné que le retrait de Philippe à Wood Farm n'était pas un abandon d'Élisabeth. Au contraire, c'était son dernier acte de liberté. Elle a raconté qu'elle s'était confiée à son père, qu'il ne cherchait que la paix et que cette maison lui avait donné exactement ce dont il aspirait. Loin de l'âme majestueuse de Buckingham Palace, Philippe a trouvé un endroit sans surveillance constante, sans cérémonie fastidieuse, un endroit où il pouvait être lui-même, inobservé, incontrôlé, un endroit où il était enfin libre. Selon Anne, c'est l'aspect de son père que la plupart des gens n'ont jamais compris. Pour les personnes extérieures, la décision peut sembler froide et presque insensible, mais pour ceux qui étaient assez proches, c'était la rédemption nécessaire. Quel mari choisirait donc de vivre séparément de la femme à laquelle il était lié depuis 7 décennies? Pour Anne, la réponse était simple. Un mari qui avait tout sacrifié pour sa femme. Philippe avait renoncé à sa carrière dans la marine, à son identité, et même à son nom de famille pour servir Élisabeth, conservant de petits fragments de son indépendance. Il a refusé de laisser la couronne engloutir son essence, et seule Anne pouvait expliquer ce choix sans jugement.
Alors que beaucoup voyaient un homme qui quittait sa femme, elle voyait son père qui revenait enfin à lui-même, à sa liberté intérieure. Le palais préférait peut-être le silence, mais les mots d'Anne ont changé l'histoire. La distance apparemment froide est devenue un dévouement secret, une relation assez forte pour surmonter toute séparation, car elle était basée sur le respect mutuel. Néanmoins, même cette forte défense n'a pas supprimé les questions qui continuaient de hanter la décision de Philippe. Si ce n'était pas un scandale, une trahison ou une crise conjugale secrète, qu'y avait-il sous la surface? Qu'est-ce qui nourrissait l'envie de Philippe d'être seul? Les révélations suivantes nous aideront à mieux comprendre. En tant que personne qui n'a jamais supporté le bruit inutile, Philippe a toujours recherché la paix. Pour lui, Buckingham Palace était le cœur de la vie royale, l'incarnation de tout ce qui étouffe. Il a autrefois qualifié l'endroit de froid, sans âme, plus un hôpital qu'une maison. Une déclaration qui n'était pas seulement une blague. Elle a révélé un profond malaise qu'il ressentait en vivant à l'intérieur de ces murs magnifiques, mais aliénants, où la valeur symbolique dépassait le confort. Philippe, un homme qui appréciait la vie privée, l'ouverture d'esprit et la simplicité, se sentait comme dans une cage dorée étouffante au palais. Pendant des décennies, il a parcouru les couloirs dorés, entouré de courtisans, de gardes et d'un personnel en constante augmentation. Chaque moment de sa vie y était surveillé, enregistré et limité par le protocole. Même après sa retraite, il n'a pas été autorisé à respirer. Un cortège incessant d'agents de sécurité, de domestiques et de cérémonies fastidieuses empêchait tout sentiment de liberté. Après une vie au service du public, Philippe aspirait non pas au glamour, mais à la libération. Et cette libération est venue sous la forme d'une petite maison en bois modeste, Wood Farm, cachée sur le domaine de Sandringham. Contrairement au palais, cet endroit était calme, simple et discret. Il offrait à Philippe exactement ce qui lui avait été enlevé pendant la majeure partie de sa vie. Espace, liberté, intimité. Pas de foule de personnel, pas de cérémonies étouffantes, pas de regards indiscrets. À Wood Farm, il pouvait se lever quand il le voulait, lire, peindre des aquarelles et se promener dans la nature sans être dérangé. Il ne s'agissait pas d'une évasion ou d'une rébellion, mais d'un acte de reconquête de soi. Philippe avait beaucoup sacrifié pour la monarchie, et cet endroit était finalement l'endroit où il s'est retrouvé lui-même. Wood Farm était le seul endroit où Philippe n'avait plus à faire de sacrifices. La petite maison est devenue son refuge, où il a trouvé la simplicité, la paix et le silence. Un rappel que la vie pouvait aussi être vécue en dehors des pas résonnants dans les couloirs de marbre de Buckingham Palace. Et c'est précisément ce qu'Anne a souligné. Son retrait n'était pas pour laisser Élisabeth tomber, mais pour s'éloigner du mécanisme étouffant de la couronne et se retrouver lui-même. Élisabeth, pragmatique mais profondément compréhensive, l'a compris plus que quiconque. Elle a compris que le palais ne donnerait jamais à son mari la paix qu'il méritait et a donc soutenu sa décision de se retirer. Pour Philippe, Wood Farm n'était pas seulement une petite maison. C'était un lieu de liberté distillée, un lieu où il pouvait respirer sans être lié par le protocole ou une surveillance constante. Pourtant, même au milieu de la tranquillité de Sandringham, une question planait. Cherchait-il seulement à fuir les murs du palais ou y avait-il en lui une obsession intérieure plus profonde? La lutte entre l'indépendance et le devoir a toujours été au cœur de la vie de Philippe. Il ne s'agissait pas d'un conflit éphémère, mais de la bataille qui a déterminé tout son destin. Déjà avant son déménagement à Wood Farm, des signes de son style de vie de retrait étaient apparus dans les premières années de son mariage, lorsque sa carrière prometteuse dans la marine a été brusquement interrompue. Philippe a rejoint la Royal Navy avec des ambitions claires et des compétences exceptionnelles. Il n'était pas seulement un officier ordinaire, il s'épanouissait dans l'environnement militaire rigoureux, où la discipline et les défis le façonnaient.
La marine a donné à Philippe la liberté, un sens à la vie et un sentiment d'identité que son enfance turbulente lui avait enlevé. À la fin des années 40, il a rapidement gravi les échelons et a bénéficié du respect de ses collègues et de ses supérieurs. Son avenir dans la marine semblait ouvert, peut-être même prédestiné au plus haut poste de commandement. Mais en 1952, tout a soudainement changé. Le roi George Plimt est mort et Élisabeth est montée sur le trône à l'âge de seulement 25 ans. Son couronnement a été un tournant inattendu et irréversible dans la vie de Philippe. Du jour au lendemain, sa carrière navale, qu'il avait définie, a pris fin. Au lieu de cela, il a été invité à se tenir silencieusement aux côtés de sa femme. Au lieu de déterminer son destin lui-même, il a été contraint de jouer un rôle sans pouvoir ni but, seulement une fonction cérémonielle. En public, il devait marcher 2 pas derrière la reine Élisabeth II, un geste symbolique, mais qui a pesé immensément sur un homme aussi fortement indépendant que Philippe. Il a été formé pour diriger, prendre des décisions et agir. Maintenant, il ne pouvait que soutenir, suivre et rester en arrière-plan. Et comme si cela ne suffisait pas, la question du nom a renforcé l'amertume. Traditionnellement, les enfants portent le nom de leur père, mais Philippe s'est vu refuser ce droit. Son oncle Lord Mountbatten a insisté pour conserver le nom royal, tandis que Winston Churchill et la reine Mary ont insisté sur Windsor. Sa réaction a été amère et directe. Il s'est une fois plaint de n'être plus qu'une maudite amibe. Le seul homme en Angleterre qui n'était pas autorisé à transmettre son nom à ses enfants. Il ne s'agissait pas seulement d'une blessure à la fierté, mais d'une crise d'identité. Il avait renoncé à ses titres grecs et danois, à sa citoyenneté et à sa carrière dans la marine. Maintenant, même son nom de famille lui était retiré. Au fil des années, la monarchie lui a progressivement enlevé son indépendance, lui laissant un rôle cérémoniel vide. Philippe s'est engagé dans de nombreux domaines: l'environnement, le Duke of Edinburgh's Award, la modernisation de la monarchie à la recherche d'un sens, mais aucune initiative n'a pu effacer la douleur de l'exclusion. Pour ses confidentes les plus proches, en particulier Anne, il était clair que ce malaise le poussait à Wood Farm, enraciné au moment où le devoir et le sacrifice l'emportaient sur son ambition personnelle. C'était un homme d'action. Maintenant prisonnier des cérémonies, son désir de liberté le poussait chaque jour. La décision de Philippe de se retirer après des décennies était-elle seulement due à l'âge ou à la recherche de la paix? Ou était-ce la réponse tardive à la lutte entre l'indépendance et le devoir qu'il menait depuis le moment où Élisabeth a porté la couronne? Si quelqu'un comprenait vraiment Philippe, ce n'était pas Charles ou Andrew, mais Anne. Alors que les fils étaient souvent en conflit ou souffraient du fardeau des attentes royales, Anne a hérité de son ouverture d'esprit, de son esprit de mouton et de son attitude consistant à ne pas céder à la déraison. Elle ne sursautait pas devant son ouverture d'esprit. Elle était à égalité et reflétait son feu passionné. Alors que Charles cherchait l'approbation et qu'Andrew attendait de la gâterie, Anne a donné à Philippe quelque chose de précieux, une personne qui le comprenait et compatissait avec lui. Leur relation était nourrie par une sincérité absolue. Il n'avait pas à cacher sa déception, n'avait pas besoin de périphrases à la cour. Elle comprenait le fardeau qu'il portait à l'ombre de la monarchie et partageait son engrôle contre les cérémonies fastidieuses qui limitaient son indépendance. Lorsque Philippe se confiait, elle écoutait sans jugement et approuvait simplement sa véritable nature. Contrairement à ses frères, qui étaient souvent distraits par leur rôle ou leur scandale, Anne était la personne à qui Philippe pouvait faire confiance et se confier. Elle a reconnu l'éclat qui était mis en valeur, a ressenti la tension d'un homme qui avait trop sacrifié et a compris que son retrait à Wood Farm n'était pas une rébellion, mais la réclamation de la liberté qui lui avait été refusée pendant des décennies. Et Anne
n'a jamais hésité à défendre son père. En silence, elle a rejeté toutes les rumeurs selon lesquelles le retrait de Philippe était un signe de problèmes conjugaux. En public, ses déclarations agissaient comme des coups de marteau, brisant toutes les spéculations, éliminant l'idée de trahison et révélant la vérité évidente. Son père avait besoin de son propre espace et il le méritait. Si ces mots étaient venus de quelqu'un d'autre, ils auraient pu sembler défensifs, mais de la part d'Anne, ils avaient le poids de l'expérience. Car elle avait vécu sa déception, avait vu de première main chaque sacrifice qu'il avait fait pour la couronne. Dans une famille où les apparences extérieures l'emportaient souvent sur les véritables sentiments, la loyauté d'Anne envers son père était rare. Elle ne l'a pas protégé des critiques. Au lieu de cela, elle les a détruites directement, dépeignant l'image d'un homme dont le retrait n'était pas une faiblesse, mais une force, pas une séparation, mais une survie. Le retrait de Philippe était-il donc simplement la recherche de la paix ou l'expression d'un amour royal redéfini? C'est un mariage qui a été réinventé en vivant séparément, mais qui a toujours conservé l'amour dans son intégralité. Pour les personnes extérieures, cette idée peut sembler choquante. Après plus de 7 décennies de vie commune, Élisabeth et Philippe ne vivaient plus sous le même toit, et, pour le public, la séparation signifie souvent la rupture. Mais pour eux, tout était complètement différent. La distance n'est pas née du ressentiment. C'était une forme de nouvel amour. Le cœur de cet accord non conventionnel résidait dans la force et la compréhension. Philippe avait besoin d'être libéré du fardeau étouffant de la vie royale, et Élisabeth en comprenait la raison peut-être plus que quiconque. Elle avait vu chaque petit sacrifice qu'il avait fait pour la couronne, sa carrière dans la marine, son identité, même son nom de famille, ont été abandonnés pour servir la monarchie. Lorsque le moment est venu où il a dû choisir sa propre vie en dehors du palais, elle ne s'y est pas opposée. Elle l'a soutenu avec une compréhension silencieuse, mais significative, qui a dépassé toute déclaration publique. Leur décision a révélé quelque chose de profond sur la façon dont vous aimiez. Ils n'avaient pas besoin d'afficher leur lien devant la caméra pour prouver leur affection. Au lieu de cela, ils avaient construit une relation assez solide pour survivre et même prospérer, basée sur le respect, plutôt que sur une proximité physique continue. Pour un couple constamment observé par le public, la vie privée est devenue une forme rare et précieuse d'intimité. Même lorsque Philippe vivait à Wood Farm et Élisabeth à Buckingham Palace ou à Windsor, leur lien émotionnel ne s'est pas relâché. Ils se parlaient tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Ils partageaient des détails banals de la journée, riaient de blagues privées et se confiaient l'un à l'autre comme au temps où ils vivaient ensemble. Ces appels n'étaient pas cérémoniels. C'étaient les fils invisibles qui reliaient l'affection et qui étaient constants dans le temps. Lorsqu'ils étaient ensemble, que ce soit à Windsor, Balmoral ou Sandringham, ces moments étaient libérés du glamour royal. Pas de caméra, pas de cérémonie formelle, seulement des conjoints qui appréciaient les repas, échangeaient des souvenirs ou restaient assis ensemble en silence. Ces visites rappelaient à leurs enfants et petits-enfants que ce n'est pas le nombre d'heures passées ensemble qui détermine l'amour, mais la profondeur du lien qu'ils entretenaient. À bien des égards, leur mode de vie non conventionnel a anticipé une vision plus moderne du mariage. Aujourd'hui, de nombreux couples comprennent que l'amour n'exige pas une proximité constante. L'individualité peut exister aux côtés de l'engagement. Pour Philippe et Élisabeth, c'était révolutionnaire. Une monarchie était toujours obsédée par les apparences, la tradition et l'image de contes de fées. En respectant l'indépendance de Philippe, Élisabeth a prouvé une vérité profonde. Les vraies relations n'exigent pas de prise de possession, mais du respect. La princesse Anne l'a décrit le plus clairement. Selon elle, la décision de ses parents n'était pas étrange. C'était très pratique. Ils ont découvert ce qui fonctionnait pour eux
même si le monde pensait différemment. Et c'est précisément ce qui a rendu leur relation durable, le refus de céder aux attentes extérieures et le choix de vivre selon leurs propres règles. Ils avaient passé des décennies à être le couple royal exemplaire, au service de la couronne et du pays. Maintenant, l'âge leur donnait la liberté de choisir leur propre modèle. Vivre séparément n'était pas un échec, mais une liberté. C'était la reconnaissance silencieuse. Après 20 ans de sacrifice, Philippe a trouvé la paix, et Élisabeth a été assez intelligente pour lui accorder cela. Mais bien que cet accord témoigne de résilience et de confiance, il a continué de poser des questions au public. Si la distance les a renforcés, qu'est-ce que cela dit des années de captivité au palais? Lorsque la nouvelle de la décision de Philippe de vivre séparément de la reine a été connue, la presse à sensation s'est immédiatement jetée dessus. Des gros titres bruyants sur l'harmonie plutôt riche, les fissures de longue date et le silence froid ont rempli les pages. Le murmure s'est rapidement transformé en une histoire de doutes et de griefs secrets. Comme c'est souvent le cas avec Philippe, les rumeurs sur d'autres femmes n'étaient pas loin. Il a longtemps été décrit comme le maître chameur de la monarchie. Son esprit, son humour acéré et son aura environnante ont fait de lui un sujet de conversation irrésistible. Des ballerines russes aux actrices hollywoodiennes, les journaux ont recherché avec empressement des liens, même sans preuve. La rumeur à elle seule a suffi à vendre des millions d'exemplaires. Aux yeux de la presse, l'attrait de Philippe a toujours été associé à la suspicion. Dans les années 50 et 60, ces histoires sont devenues un élément indispensable de la couverture royale. Qu'il assiste simplement à un déjeuner privé ou qu'il s'entretienne avec une femme lors d'une soirée de gala, chaque action a été examinée, cisée et interprétée comme une preuve d'infidélité. Oui, l'infidélité. Un journal américain a même publié un article non confirmé décrivant Philippe rencontrant une femme mystérieuse dans un appartement londonien. L'histoire a été catégoriquement démentie par le palais, mais pour les lecteurs, elle avait un attrait irrésistible. Philippe lui-même a souvent réagi aux rumeurs avec un sport acéré. « M'avez-vous déjà vu aller quelque part où il n'y avait pas au moins un policier avec moi ?» a-t-il plaisanté une fois lorsqu'il a été interrogé sur des relations extra-conjugales avec son sourire caractéristique qui a irrité à la fois les journalistes et le public et a en même temps généré des revenus. Ces réfutations acerbes n'ont pas arrêté les spéculations. Aux yeux du public, la personnalité animée de Philippe a fait de lui un suspect potentiel et pour la presse à sensation, il est devenu une source inépuisable. Ainsi, lorsqu'il s'est retiré à Wood Farm à la fin de sa vie, il était presque inévitable que les gens supposent que c'était un signe d'échec. C'était le dernier chapitre d'un homme qui a été constamment poursuivi par les murmures et les spéculations. L'histoire était trop fascinante pour que la presse puisse y résister. La reine dans le palais, le mari en exil, une romance imaginaire ratée. Mais ensuite, Anne est entrée en scène. Contrairement aux médias qui ne faisaient que chasser les rumeurs, la fille de Philippe a exprimé ouvertement la vérité. Elle a réfuté les rumeurs non pas avec des déclarations grandiloquentes, mais avec l'ouverture d'esprit et le discernement de son père. Pour Anne, la décision de son père ne provenait pas d'une mésentente, d'un adultère ou d'une trahison. C'était un acte de bon sens, car il avait besoin de paix et l'avait finalement trouvée. Elle vivait assez près pour voir la vérité. Philippe était un homme lié par des cérémonies constantes, épuisé par la vie rigide du palais et constamment agité par le manque de liberté. Son retrait n'était pas une fuite devant Élisabeth, mais une fuite devant le mécanisme de la monarchie. Contrairement à la presse à sensation, Anne a refusé de transformer la vérité en scandale. Sa défense n'était pas seulement la loyauté familiale, mais la crédibilité. Elle comprenait l'essence de son père mieux que quiconque, son humour irrespectueux
qui a alimenté les rumeurs, était aussi ce qui l'a rendu humain. Il flirtait avec la vie, pas nécessairement avec les femmes. Et lorsque la presse a transformé les murmures en une histoire de potin, Anne a rétorqué avec une clarté que seule une fille pouvait offrir. En fin de compte, elle a raconté une histoire différente, celle d'un homme qui ne fuyait pas sa femme, mais le système paralysant qui avait supprimé sa liberté toute sa vie. Mais la question demeure, si Philippe s'est retiré pour survivre, comment Élisabeth a-t-elle réagi à un mariage qui existait dans 2 maisons différentes? La réponse est venue de manière inattendue en 2020, lorsque la pandémie a éclaté. Après des années de séparation, Élisabeth et Philippe ont de nouveau vécu sous le même toit, cette fois au Winter Castle. Les frontières étaient fermées, les activités publiques ont disparu, et même la monarchie a été contrainte de se retirer derrière des portes closes. C'était la première fois depuis des décennies qu'ils passaient du temps ensemble sans interruption, sans cérémonie, sans longue procession, sans le clic constant des caméras. Ils ont redécouvert la vie conjugale simple, nouvellement libérée des obligations royales. À Windsor, tout est devenu simple, mais significatif. Ils ont mangé ensemble, ont parlé, ont ri de blagues privées. Philippe a conservé ses remarques acerbes et irrespectueuses qui faisaient rire Élisabeth sans cesse, tandis qu'elle offrait le calme et la fermeté sur lesquels il s'était toujours appuyé. Les promenades matinales dans le jardin ont remplacé les visites d'État, les soirées calmes avec des livres ou des puzzles ont remplacé les galas extravagants. Tout cela a créé un rythme normal et pourtant extraordinaire. Pour Philippe, qui cherchait à s'éloigner du mécanisme du palais, le monde semblait s'adapter à son rythme. Les observateurs ont remarqué une douceur et une intimité dans la relation qui étaient rares dans la vie royale. Même le prince Charles a admis que cette proximité s'était approfondie et que l'amitié entre ses parents avait été ravivée. La pandémie a offert à Élisabeth et Philippe, bien qu'elle ait dévasté le monde, un cadeau inattendu, l'occasion de revenir à une vie simple, libérée de la pression de la couronne, comme dans leurs premières années de mariage à Malte. C'était la première fois depuis des décennies qu'il n'y avait pas de concurrence pour les rôles et pas d'attente du public, mais seulement le rythme doux de 2 personnes qui avaient traversé ensemble des scandales de guerre et une observation constante. Pour leurs proches anxieux, c'était l'image la plus authentique d'Élisabeth et Philippe, non pas la reine et son consort, mais 2 personnes, des conjoints, qui s'étaient choisis par choix et non par circonstance. Bien que cette réunion ait été touchante, elle soulève une question profonde. Comment Philippe a-t-il perçu, après cette proximité retrouvée, sa décision de se retirer du palais pendant des années, au cours de ces derniers mois? La réflexion finale sur le choix de son père est claire. Lorsqu'elle a parlé de son retrait à Wood Farm, elle n'a pas romancé ou embelli les aspects. Ses mots étaient directs et résolus. C'était le dernier acte d'indépendance de Philippe, une décision d'affirmation de soi, de fuite du système auquel il avait servi et sacrifié toute sa vie. Après une vie définie par les sacrifices, la carrière, l'identité et les décisions qu'il n'avait jamais vraiment prises lui-même, la décision de Philippe de vivre selon ses propres règles. Aux yeux d'Anne, une puissante affirmation de la personne qu'il a toujours été. Elle ne l'a pas décrit comme une distance, mais comme une dignité. Une dignité qui a été façonnée par une vie de tolérance et de résilience. Pour elle, le choix de son père ne portait aucune des ombres que la presse à sensation tentait de tisser, mais était une preuve d'un homme qui savait ce dont il avait besoin et qui prenait le droit de vivre sa vie selon ses propres idées. Il ne s'agissait pas de négligence ou d'aliénation. C'était un homme qui récupérait un morceau d'autonomie qui lui avait été enlevé pendant la majeure partie de sa vie. Son retrait était le rappel que, même dans la cage dorée de la monarchie, il pouvait trouver un moyen de respirer librement et de préserver sa propre essence. Ce qui a fait le succès de cet accord, ce n'est pas seulement la détermination de Philippe à protéger sa liberté, mais aussi la volonté et la compréhension d'Élisabeth de la lui accorder.
Elle n'avait pas besoin de l'avoir constamment à ses côtés pour prouver son amour, mais lui a donné l'espace privé qu'il méritait, avec la conviction que leur relation était basée sur le respect et non sur la proximité forcée. Peu de mariages auraient survécu à un accord aussi peu conventionnel. Pourtant, l'approbation de la reine en dit long sur la profondeur de leur relation. Elle n'avait pas besoin de vivre chaque instant de son mari pour comprendre, faire confiance et aimer. Au lieu de cela, elle lui a donné ce dont il avait le plus besoin, l'espace, la liberté et le droit d'être lui-même, sachant que la distance ne diminuait pas leur affection, mais au contraire, approfondissait leur lien. Anne disait souvent que la relation de ses parents n'a jamais été le conte de fées que le public imaginait. Ce n'était pas la perfection ou une démonstration d'amour éternel. C'était le respect, le compromis et le sacrifice. Ils avaient traversé ensemble des tempêtes, supporté l'observation constante et assumé des rôles qu'aucun d'eux n'avait choisis. Et à travers tout cela, ils sont restés partenaires parfois distants, mais toujours liés. Ce lien s'est manifesté le plus clairement dans les dernières années de Philippe. Même lorsqu'il vivait tranquillement à Wood Farm, la reine passait du temps avec lui à Sandringham Boral ou Windsor. Ces moments privés, simples et pourtant sincères, étaient plus importants que toute mise en scène extravagante que le monde attendait. Leur distance n'a jamais été une absence, mais un rythme qu'ils avaient choisi ensemble, un rythme de liberté et de respect mutuel. Lorsque Philippe est mort au château de Windsor en avril 2021, quelques semaines seulement avant son 100e anniversaire, la vision de son retrait à Wood Farm est devenue encore plus claire. Elle n'a pas dépeint les dernières années de son père comme un déclin, mais comme l'image d'un homme qui a terminé sa vie selon ses propres règles, loin de l'observation constante, entouré de la simplicité et de la paix auxquelles il aspirait, et assez proche de la reine pour partager une intimité qui n'était compromise par aucun protocole. Selon les mots d'Anne, le retrait de son père n'était pas la rupture d'un mariage, mais son dernier testament. Il a vécu une vie d'indépendance, de fierté et d'autonomie. Elle a respecté cela et a aidé ses parents à redéfinir ce que peut être l'amour durable dans une institution construite sur les apparences. La mort de Philippe a clos un chapitre, mais il s'est clos avec dignité, une dignité qui découle de deux personnes qui ont compris que l'amour le plus profond n'est pas la possession, mais la liberté, que pour vraiment aimer, il faut parfois lâcher prise, mais continuer à faire confiance. Qu'en pensez-vous? Le retrait du prince Philippe dans le calme, son acte ultime de liberté, ou un chapitre caché du sacrifice silencieux d'une vie dans la monarchie. Nous attendons avec impatience votre opinion. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires profondes sur la famille royale.